Maman disait toujours que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée. Même après être tombé malade, elle s'assurait toujours qu'on ait des bons repas et variés tous les jours. Le week-end, on se réveillait avec une odeur de bacon ou de brioche qui flottait dans l'air. Même la semaine, maman s'assurait qu'on ait au moins un bol de céréales ou des flocons d'avoine avant d'aller à l'école. On avait toujours 4 ou 5 boîtes de céréales différentes pour pouvoir varier. Maman adorait le petit déjeuner. Aujourd'hui, j'ai versé quelques Cheerios dans mon bol et celui de Joël. On avait déjà mangé ça hier, et on voulait des flocons d'avoine ou des œufs. Mais il n'y en avait plus. Du coup, nous n'avons mangé que ça toute la journée d'hier. La dernière soupe qui restait était aux petits pois et à la tomate, et on détestait ça tous les deux. Après avoir mangé, c'était au tour de Joël de faire la vaisselle. On était allé se coucher très tôt le soir d'avant. On avait dormi longtemps, et il faisait encore noir le matin. On a essayé de regarder la télé, mais même si l'électricité fonctionnait toujours, ce qu'il y avait sur toutes les chaînes était un avertissement qui nous demandait de rester à l'intérieur et d'éviter de rencontrer d'autres personnes afin de ne pas se faire infecter. Des fois, ce médecin apparaissait à l'écran et il expliquait que c'était un virus, qu'il n'y avait pas encore de remède pour le moment, mais qu'ils y travaillaient. Papa a dit qu'il serait au retour tôt ce matin, avec plus de nourriture et des outils pour creuser. J'ai vérifié et je me suis assuré qu'il y avait bien entouré mardi, aujourd'hui sur le calendrier. J'avais barré le dimanche, la nuit où il était parti, et lundi, hier, juste avant que l'on aille se coucher. Je voulais être sûr que l'on n'oublie pas. Il fallait que l'on mette maman dans le sol aujourd'hui. La cave commençait à sentir mauvais. Ensuite, moi et Joël, nous sommes partis pour voir ce que l'on pouvait trouver quand il a fait jour. Papa avait dit que ce n'était pas grave d'en prêter des choses aux gens, car s'ils étaient trop malades pour essayer de nous stopper, ça voulait dire qu'ils n'allaient plus en avoir besoin de toute façon. On est allé jusqu'à la maison de Monsieur King, juste à côté de la Nationale. Lui et sa femme nous laissaient toujours prendre des œufs de leur poulailler. Et parfois, papa et moi, on tondait sa pelouse. Je me suis alors dit que ça ne le dérangerait pas de nous donner quelques œufs, en particulier maintenant, et peut-être aussi quelques épis de maïs qu'il faisait pousser. Le jardin de Monsieur King était silencieux. On n'arrivait même pas à entendre les poules, mais on pouvait le voir marcher avec un seau jusqu'à son poulailler. Il n'avait pas l'air d'aller bien. Il marchait très lentement, et il semblait tout sale. Il nous a même pas regardé lorsque l'on s'est approché de lui. Il n'arrêtait pas de faire les mêmes allers-retours, encore et encore. Par moments, il se mettait assis sur son porche, les jambes pendantes dans le vide. Et après quelques secondes, il se relevait, marchait jusqu'au tuyau et remplissait le seau. Puis, il avançait jusqu'à son poulailler et versait le contenu du seau dans un bac. Il revenait ensuite sur ses pas, remettait le seau à sa place et se rasseyait sur le porche. Jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à lui, on l'a vu faire ça 6 ou 7 fois. Ça devait faire un moment qu'il le faisait, car toute la surface du sol, là où se trouvait le bac, était recouverte de boue. Son chien Taille buvait dans le bac. Lui avait l'air rempli et en très bonne santé. J'ai fait remarquer à Joël que c'était peut-être pour ça qu'on n'entendait plus les poules. De près, j'arrivais à voir que Monsieur King avait l'air d'être aussi malade que maman l'avait été. Maigre, car il avait oublié de manger. Fatigué, car il commençait à faire quelque chose et avait oublié d'arrêter de le faire. D'ailleurs, il n'arrêterait pas avant de mourir désormais. J'ai tourné les yeux vers Joël et il fixait Madame King sur son porche. Elle était à moitié tombée de sa chaise. On aurait dit qu'elle crochetait une sorte de couverture avant de commencer à oublier. Une partie de son bras était déchiquetée par endroits. Joël a vomi et a dit que ce n'était pas les poules qui avaient rempli le ventre de Taille. J'ai crié à Monsieur King d'arrêter et d'aider sa femme. Taille s'est mis à grogner alors qu'il ne le faisait jamais avant. Monsieur King disait toujours que des cambrioleurs pouvaient entrer et voler la télé, que Taille serait content de les voir arriver et triste de les voir partir. Joël et moi avons donc décidé de partir d'ici. Au coin de la Nationale, il y avait quelques autres maisons. Notre petite route était faite de gravier et était impossible à distinguer quand on ne savait pas qu'elle était là. Alors les gens nous laissaient généralement tranquilles. Sur la grande route, on pouvait voir que toutes les portes d'entrée des maisons étaient ouvertes. Papa avait dit que des gens venaient voler, même jusqu'ici.
parce qu'ils ont commencé à paniquer quand le président est passé à la télé pour la 3e fois. La première fois que le président est apparu, il avait dit que le virus était comme cette maladie qu'avaient les vieilles personnes lorsqu'ils commençaient à oublier des choses, et que quand cela empirait, on ne voulait faire que la même chose, tout le temps. Il avait aussi dit que les scientifiques ne savaient pas d'où ça venait, mais qu'ils cherchaient un traitement. La 2e fois, il a dit que c'était important de rester calme, qu'on devait s'isoler pour éviter que ça ne se propage. C'est à ce moment-là que le journal a commencé à montrer les premières émeutes. La dernière fois qu'il est apparu à la télé, le président a simplement dit que l'Amérique était géniale et que les scientifiques continuaient à travailler et à demander à Dieu d'avoir pitié de nos âmes. Puis, ils ont arrêté de diffuser autre chose que ces avertissements. La grosse maison la plus proche à l'angle de la Nationale était celle des riches de la ville. Ils étaient forcément riches, car ils avaient 3 voitures qui fonctionnaient toutes parfaitement bien. Ils possédaient aussi la station-service de la ville. C'étaient les seuls qui avaient autre chose que leur propre maison. Ça a été les premiers à partir dans leur camionnette lorsque le président a fait son annonce. Le père s'est arrêté à chaque maison et a conseillé à tout le monde de fuir s'ils étaient assez intelligents pour le faire. Ils avaient des jumeaux qui avaient 1 an de moins que moi. Alors j'étais triste de les voir partir. J'espérais qu'ils reviendraient. Mais je me doutais que ce ne serait pas le cas. Ils étaient partis sans rien apporter. Papa était passé chez eux pour emprunter une de leurs voitures lorsqu'il est parti chercher des outils et de la nourriture. Notre voiture à nous ne fonctionnait pas la plupart du temps. Une voiture était toujours garée dans leur allée. Joël a suggéré qu'on devrait l'emprunter et conduire jusqu'à chez tonton Gary. Je lui ai rappelé que je n'avais que 11 ans, qu'il était plus jeune que moi et qu'on ne savait pas conduire en dehors des jeux vidéo. Il a répliqué que c'était pareil et que si on ne roulait pas parfaitement, personne ne le remarquerait, car il n'y avait personne sur les routes de toute façon. Mais il ne voulait pas entrer dans la maison pour trouver les clés. Celle-ci avait l'air grande, vide, mais aussi très bizarre. Je ne voulais pas y aller non plus. À part si bien sûr, papa ne rentre pas. Là, on serait obligé de le faire. Le seul magasin de la ville se trouvait dans la station-service. Et on savait qu'il n'y avait plus rien à l'intérieur depuis le jour où papa était parti. Des pillards avaient pris toutes les conserves et les boissons. Une personne avait même laissé la porte d'un des frigos ouvert. Et à cause de ça, le lait et tous les autres aliments avaient complètement pourri. Les boîtes de soupe qu'on avait à la maison, nous les avions trouvées à l'arrière de la boutique, dans un carton qui avait l'air vide au début. La soupe aux petits pois et à la tomate nous donnait maintenant l'impression d'être beaucoup plus appétissante. On a essayé d'utiliser le téléphone derrière le comptoir, une fois de plus. Il y avait toujours de la tonalité, mais peu importe le nombre de personnes qu'on appelait, ça ne répondait jamais. On a essayé d'appeler tonton Gary et mamie. On a aussi essayé de composer des numéros qui venaient de l'annuaire. On en a même inventé. Mais la seule fois où l'on entendait quelque chose, c'était quand on tombait sur les répondeurs. On ne savait plus quoi faire d'autre. De l'extérieur, on a commencé à entendre des cliquetis un peu plus loin. En regardant par la fenêtre, on a vu que c'était quelqu'un qui marchait. Il allait très lentement et il boitait. Il portait un de ces sacs à dos qu'avaient les randonneurs et marchait avec un bâton au beau milieu de la route. On aurait dit qu'il s'était foulé la cheville, car elle était toute tordue. Le dessous de son pied ne touchait même pas le sol. Il marchait directement sur sa cheville, qui était complètement recouverte de sang. Malgré ça, il continuait de marcher, comme si ça ne lui faisait pas mal. Comme s'il avait oublié comment souffrir ou s'arrêter de marcher. On s'est caché et on l'a regardé avancer. Il n'a même pas tourné la tête. Il a simplement continué à avancer. On n'a pas bougé jusqu'à ce qu'il soit trop loin pour être vu. On n'a rien dit. On a juste couru jusqu'à la maison et fermé les portes à clé. Il était tôt, mais peut-être que si on allait se coucher maintenant, on se réveillerait le lendemain matin et que papa serait rentré à la maison. Maman disait toujours que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée. Même après être tombé malade, elle s'assurait toujours qu'on ait des bons repas et variés tous les jours. Le week-end, on se réveillait avec une odeur de bacon ou de brioche qui flottait dans l'air. Même la semaine, maman s'assurait qu'on ait au moins un bol de céréales ou des flocons d'avoine avant d'aller à l'école. On avait toujours 4 ou 5 boîtes de céréales différentes pour pouvoir varier. Maman adorait le petit déjeuner. Aujourd'hui, j'ai versé quelques Cheerios dans mon bol et celui de Joël. On avait déjà mangé ça hier, et on voulait des flocons d'avoine ou des œufs.
mais il n'y en avait plus. Du coup, nous n'avons mangé que ça toute la journée d'hier. La dernière soupe qui restait était aux petits pois et à la tomate. Et on détestait tous les deux ça. Après avoir mangé, c'était au tour de Joël de faire la vaisselle. On était allé se coucher très tôt le soir d'avant. On avait dormi longtemps. Et il faisait encore noir le matin. On a essayé de regarder la télé, mais même si l'électricité fonctionnait toujours, ce qu'il y avait sur toutes les chaînes était un avertissement qui nous demandait de rester à l'intérieur, d'éviter de rencontrer d'autres personnes, afin de ne pas se faire infecter. Des fois, ce médecin apparaissait à l'écran, et il expliquait que c'était un virus, qu'il n'y avait pas encore de remède pour le moment, mais qu'ils y travaillaient. Papa a dit qu'il serait de retour tôt ce matin, avec plus de nourriture et des outils pour creuser. J'ai vérifié et je me suis assuré qu'il avait bien entouré mardi aujourd'hui sur le calendrier. J'avais barré le dimanche, la nuit où il était parti, et lundi, hier, juste avant qu'on aille se coucher. Je voulais être sûr que l'on n'oublie pas. Try sneak. Oh, we can't crouch in this game. Sneaking is not a thing. Wait, the boar stopped. The forest is so dense. Yeah, I didn't attack them. No, that's bullshit. Do you think my character stinks? Hold on. Come here! Okay, we got two guys. They're not moving.